deuxième étape, alors je l'ai intitulé comme ça, je l'ai intitulé « Entre Front populaire et régime de Vichy, le discernement à l'épreuve ». Bien que le MISIAC naisse en 1937, je reviendrai sur la naissance du MISIAC un peu après, mais bien que le MISIAC naisse en 1937, l'USIC, elle, poursuit ses activités qui la conduisent à participer au moins pour une part notoire de ses adhérents à la charte du travail voulue par le régime de Vichy et à entrer dans la négociation sur différentes manières de l'appliquer. Le MISIAC, lui, ne fera pas cette démarche. Qu'est-ce que c'est ? Alors, MISIAC, c'est le mouvement des ingénieurs et chefs d'industrie de l'Action catholique. Voilà. Alors, le MISIAC, comme mouvement d'action catholique, ne fera l'option, en fait, d'être un mouvement de pensée pendant la guerre et non pas d'action. Voilà. Il se refusera à entraîner des gens dans l'action. Mais il sera simplement un mouvement de pensée sans lien avec le régime de Vichy. Alors, il ne faut pas tirer des conclusions trop hâtives et qui seraient un peu inexactes, mais peut-être c'est important de revenir sur ces années délicates et sur les enjeux du discernement des mouvements à l'époque, parce que ça peut nous éclairer, je pense, là aussi pour aujourd'hui. L'USIC, on l'a dit tout à l'heure, l'USIC se développe beaucoup dans l'entre-deux-guerres et dans la grande crise économique des années 30. Elle joue aussi un rôle de sélection où nombre d'ingénieurs, à cause du sérieux de ce qu'est l'USIC, nombre d'ingénieurs sont appelés à être patrons. Et dirigeants d'entreprise, cadres supérieurs, comme on commence à les qualifier, à cette époque-là, à la fin des années 30, on commence à utiliser le mot cadre. C'est à ce moment-là qu'il naît. L'USIC ne réagit pas à la venue du pouvoir du Front populaire et pas davantage, et c'est important ça, au fond, l'USIC ne rentre pas dans le politique, ne prend pas en considération le politique. Donc, il n'y a aucune réaction, et c'est assez étonnant, à l'élection du Front populaire, et il n'y a aucune réaction à l'arrivée du régime de Pétain et de Vichy. Par contre, l'USIC va s'impliquer dans les négociations que ouvrent les uns et les autres. Donc, par exemple, du côté du Front populaire, l'USIC va être signataire des lois de congés payés et au fond tout ce qui porte un peu sur la formation, sur la culture, sur les vacances, sur toutes ces lois-là, l'USIC les signe. Par contre, elle ne signe pas les 40 heures, le travail limité à 40 heures, parce que ça lui semble pas absolument juste et qu'on peut avoir besoin de travailler davantage. Voilà, elle discute là-dessus, elle signe les autres choses. Et sous Pétain, eh bien, l'USIC va signer la charte du travail et va chercher des moyens de la faire appliquer parce qu'elle pense qu'un certain nombre de principes qui sont mis là-dedans sont bons. Et puis d'autres choses, elle n'acceptera pas. Mais voilà, ce que je veux faire ressortir là, c'est que on touche peut-être là
une limite, et c'est pour ça que j'ai arrêté l'étape en 42, hein, l'étape du catholicisme social en 42, parce que on touche peut-être là une limite du catholicisme social tel qu'il a été vécu en France à l'époque. Le catholicisme social, et je fais un petit excursus là-dessus, c'est quoi? C'est d'abord le mouvement d'un oui fondamental de l'Église au monde économique et social tel qu'il est, en train de se développer, à travers une société industrielle, un monde qui est fondé sur l'intelligence et la raison, sur le progrès technique, sur l'ingéniosité des hommes et sur leur capacité à essayer de trouver des chemins de justice entre eux. Donc c'est un oui, c'est d'abord un oui. C'est aussi le mouvement d'un oui à une recherche très, très authentique de justice sociale que le marché est incapable de donner par lui-même. Et c'est donc très logiquement le refus de relations qui seraient fondées simplement sur la force, sur l'argent ou sur l'idéologie. Mais le refus de l'idéologie peut aussi aveugler sur les étroitesses de sa propre pensée, de son propre champ de vision. Et je pense que c'est ce qui s'est un peu passé à l'époque, pas simplement à l'USIC, mais si vous prenez l'Assemblée des archevêques et cardinaux de France à l'époque, si vous prenez la quasi-totalité des évêques à l'époque, sauf une ou deux exceptions très notoires, à savoir essentiellement Saliège, c'est un peu toute l'Église qui est un peu enfermée dans ces catégories, dans son champ de vision, et qui ne perçoit peut-être pas ce qui est en train de se produire sous ses yeux. Léon XIII voyait les relations patron-ouvrier au sein de la production et de l'entreprise comme étant la source, le lieu de l'injustice. Et que c'était là qu'il fallait... mais du coup, que sa pensée à lui soit celle-là, c'est une chose. Mais peut-être n'a-t-on pas vu suffisamment que la société changeait dans l'entre-deux-guerres et que la crise économique avait également fait changer, la guerre mondiale d'abord et la crise économique ensuite, avait fait changer beaucoup de choses. Et qu'en particulier, là il faudrait reprendre le livre de Luc Boltanski sur les cadres, parce que c'est très bien étudié, naît et se développe toute une classe moyenne avec tous les enjeux que cela représente, autant sur le plan du marché que sur le plan de l'emploi, que sur le plan de la manière dont on se voit dans cette classe moyenne et dont on se regarde. Et est-ce que les cadres, c'est la classe moyenne? Eh ben, beaucoup de cadres disent non et essayent d'aller plutôt vers les cadres supérieurs, les dirigeants, les patrons, etc. Et beaucoup de cadres, souvent des cadres maison, comme on disait, eux se ressentent davantage, et étant davantage dépendants de l'entreprise et moins de leurs compétences personnelles, se sentent bien effectivement de cette classe moyenne. Donc vous voyez, il y a toute une ouverture sociale là qui se passe, et au fond les enjeux, la réduction à deux classes vue un peu par l'Église et l'absence de vision politique, le fait aussi d'être mis à l'écart de la politique, il y a ça qui joue aussi, bien sûr, fait que, au fond, l'analyse politique n'a pas suivi l'analyse sociale. On pourrait dire ça de cette manière-là.
et que peut-être pour le discernement, eh bien, c'est une question à se poser. L'entreprise et les partenaires sociaux ne sont plus, en 1940, ne sont plus les seuls lieux pertinents d'un dialogue social aux enjeux politiques et non plus seulement économiques. Voilà. La mise en œuvre, alors ça veut dire pour nous aujourd'hui, enfin pour moi, on m'a dit une lecture subjective, hein, donc la mise en œuvre et le développement de la doctrine sociale de l'Église, ça implique une actualisation, ça implique une réinterprétation, ça implique de poursuivre l'analyse, ça implique le discernement, pas seulement la production et le travail en entreprise, mais aussi quelle société voulons-nous? Dans quelle société toutes ces catégories sociales qui sont en développement liées à celui de l'industrie, dans quelle société souhaite-t-on vivre? Alors évidemment, là, quand on dit des choses comme ça, on pense à un jésuite qui a beaucoup réfléchi sur ces phénomènes-là et sur cette période-là, qui est Gaston Fessard, qui est quelquefois un peu compliqué, mais qui est quand même assez lumineux, au moins par les questions qu'il pose. Et en particulier, il montre très bien que le bien commun, ou un bien commun, n'est pas seulement le bien matériel, substantiel de la communauté ou d'une société, mais qu'il est indissociablement la communauté du bien. La communauté du bien. Le bien étant à entendre dans un double sens, le bien qui fait que la communauté y est attachée, mais aussi le bien moral, le bien social de cette communauté. C'est-à-dire la communauté du bien, ce qui est bon et bien doit l'être pour tous, et pas à n'importe quel prix, pas en sacrifiant des populations ou des... Et c'est là que se fonde, pour lui, c'est dans ce double sens, au fond, le bien commun et communauté du bien, que se fonde la véritable autorité, c'est-à-dire ce qui va faire grandir les uns et les autres, la manière dont on va jouir socialement de ce bien au profit de tous, dans un profit juste de tous. Voilà. Alors je pense que pour nous qui accompagnons des équipes, eh bien on peut se demander aussi si notre regard et celui des équipiers est suffisamment large et approfondi pour donner le goût d'aller de l'avant, pour donner le goût de créer, pour donner le goût de motiver et de repartir quand on s'est trouvé dans une situation de repli, de fermeture, comme a été le confinement ou je ne sais quoi. Et Saint Luc nous dit très bien dans son chapitre 24 qu'un tel regard qui approfondit, qui redonne du champ, qui permet de resituer, eh bien, c'est le don du ressuscité, c'est le don de la foi. Voilà, il y a quelque chose de ce côté-là.